sommes à présent au téléphone avec Bastien Dru, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPRAM. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Écoutez, très bien. On va, une fois n'est pas coutume, rappeler les grands enjeux de marché et revenir un peu sur le contexte en ce moment. Vous étiez, Bastien, dans Smart Bourse la veille de la prise de parole de Jérôme Powell à l'issue de la réunion de politique monétaire dans la Fed. Et vous mettiez d'ailleurs en avant le fait que l'exercice de communication allait être difficile donc, pour la Réserve fédérale américaine. Avec le recul qu'on a à présent, qu'est-ce que vous pensez plutôt, Bastien Dru, de cet exercice dans son ensemble, sachant que je rappelle, même si c'est quelque chose qui a été régulièrement suivi, qu'il y a eu le discours de Jérôme Powell, mais il y a eu également les différents gouverneurs de la Fed qui se sont ensuite succédés pour donner un petit peu leur avis sur l'orientation qui était prise. Jérôme Powell a repris la parole devant la Chambre des représentants pour insister sur le fait que l'inflation n'était pas le seul indicateur suivi par la Fed. Là, on est à 10 jours, effectivement, de cet exercice de communication. Quel bilan vous pouvez en tirer ? Comment est-ce que vous analysez cette situation, Bastien Dru ? Alors, ce changement de communication, il a eu un impact quand même assez fort sur les marchés obligataires, parce que, in fine, ce qui importe pour nous, c'est la réaction des marchés obligataires à la communication de la Fed, avec une partie courte de la courbe qui s'est les taux ont remonté sur la partie courte de la courbe. On a un taux 10 ans qui s'est stabilisé, un taux 30 ans qui est lui pas mal baissé depuis ce FOMC dont on parle. Et en fait, ce qui a vraiment eu un impact, c'est le fait que le FOMC indique qu'il puisse y avoir 2 hausses de taux pour 2023. Et finalement, avec le recul, on s'aperçoit que l'impact sur la courbe des taux, il est très proche de l'impact qu'on observe généralement quand on a une hausse de taux directeur, c'est-à-dire qu'on a un aplatissement de la courbe. Et si on regarde les anticipations de Fed Funds des futurs, on voit que le marché anticipe depuis le FOMC davantage de hausses de taux directeurs d'ici 2023, mais un tout petit peu moins d'ici 2025-2026. Et au final, c'est un peu comme si les marchés jugeaient que d'éventuelles hausses de taux pourraient être peut-être prématurées et pourraient endommager la reprise économique, quoi. Alors je pense que maintenant, en ce qui concerne des points de vue fondamental, je pense que l'incertitude, elle porte sur le taux terminal des Fed Funds, c'est-à-dire à quel niveau se retrouveront les taux directeurs à la fin du cycle de resserrement monétaire. Je pense qu'il y a pas mal d'incertitudes à ce sujet-là. Et pour le moment, ce qu'on peut constater, c'est que les marchés obligataires anticipent que ça n'ira pas forcément ça n'ira pas forcément très très loin, quoi. Et pour finir sur ce sujet de l'impact sur le marché obligataire, ce qu'on peut noter, c'est que comme je disais tout à l'heure, le taux 10 ans est resté quasiment stable depuis le FOMC, mais il y a vraisemblablement quand même pas mal de facteurs techniques qui pèsent sur les taux longs américains et qui les empêchent de remonter. On peut penser qu'il y a des réallocations de portefeuille, des réallocations de fin de trimestre. Et on peut aussi penser que les emprunteurs sur les marchés court terme, ce qu'on appelle le marché du repo, n'ont pas suffisamment de collatéral, n'ont pas suffisamment de titres du trésor pour emprunter et pour faire face à l'avalanche de prêteurs qu'on a de prêteurs de court terme à laquelle on assiste. Et puis évidemment, il y a encore le quantitative easing de la Fed qui joue à plein. On rappelle, il y a quand même la Fed qui rachète 80 milliards de titres du trésor par mois, et ça doit finalement quand même jouer sur les taux longs américains. Donc, ce que vous nous dites, Bastien Dru, c'est qu'il y a effectivement des phénomènes techniques qui jouent sur les taux longs, mais il y a également, en fait, une certaine sérénité qui ressort de ces taux avec, d'un côté, on a intégré potentiellement certaines hausses de taux, mais les investisseurs ne s'attendent pas non plus à un grand changement ou à des hausses de taux plus conséquentes par la suite. Exactement. C'est qu'en fait, ce qu'intègrent les marchés financiers, c'est finalement un resserrement de politique monétaire de la Fed qui serait très graduel dans le temps et qui n'irait pas forcément très loin en termes d'amplitude.
Est-ce qu'on peut, pour autant, alors c'est toujours un peu compliqué de faire des projections, mais s'attendre quand même à des rendements obligataires, si on prend le 10 ans, là, qui oscille aux alentours des 1,5%, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à le revoir revenir aux alentours de 2%, comme on peut le lire et comme on pouvait en avoir des craintes il y a quelques mois, Bastien Drue? Alors c'est possible. Ceci dit, pour qu'on ait une repentification de la courbe des taux, parce que là, donc le mouvement qu'on a eu sur les 10 derniers jours, je le rappelle, c'est un mouvement d'aplatissement de la courbe des taux. Pour qu'on ait de nouveau de la repentification de la courbe des taux, je pense qu'il faut, c'est possible, mais je pense qu'il faudrait avoir plus de certitude en ce qui concerne le soutien budgétaire. Et c'est là que le plan d'infrastructure joue un rôle. Je pense que si il y avait le vote et la signature par Biden d'un plan d'infrastructure ou deux plans au pluriel d'infrastructure, ça serait des éléments qui permettraient à la Fed de normaliser la politique monétaire plus rapidement, de procéder à son tapering plus rapidement et peut-être d'envoyer le signal qu'il y aurait davantage de hausse de taux directeur dans le futur. Et pourquoi ? C'est tout simplement parce que le passage d'un plan d'infrastructure, eh bien, ça permet de relever la croissance potentielle. Là, actuellement, le plan dont on a parlé, c'est sur les derniers jours. Ça serait un plan bipartisan. Ça serait un plan qui a été négocié par la Maison-Blanche avec un groupe de 10 sénateurs, donc 5 démocrates et 5 républicains, qui finalement ne correspondrait qu'à seulement une partie des deux gros plans qui avaient été annoncés par Biden en mars et en avril, donc l'American Jobs Plan et l'American Families Plan. Mais rien que si on retient ce plan bipartisan, il ajouterait en dépenses supplémentaires quand même 0,6 points de PIB par an, et alors qu'on sait que la croissance sera déjà très largement au-dessus de son potentiel en 2022 aux États-Unis, quoi. Donc ça permettrait à la Fed de pouvoir procéder avec beaucoup plus de sérénité à sa normalisation de politique monétaire, et donc ça permettrait à la courbe de se repentifier. Alors maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il s'agit ici de négociations politiques, et il y a beaucoup de politiques politiciennes qui est en jeu. On a l'impression que sur les derniers jours, on a un jour où on fait un pas en avant, le jour suivant on fait un pas en arrière, parce que les différentes sensibilités des deux parties veulent se faire entendre. Et je pense que si les marchés financiers n'ont pas encore vraiment réagi finalement à l'annonce de ce deal entre guillemets entre la Maison Blanche et les sénateurs bipartisans, c'est parce qu'en fait il y a encore un certain flou qui existe au sujet de ce plan, et je pense que les marchés ne prendront vraiment en compte que quand ça sera vraiment voté par le Congrès et signé par Joe Biden, et ça on s'attendrait plutôt à ce que ça arrive sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Bastien Drue, ce qu'on a beaucoup pu entendre sur ce fameux plan d'infrastructure et qui était regretté par Joe Biden lui-même, c'était sur le fait que ça restait un plan qui s'intéressait à des sujets essentiels aux États-Unis comme l'électrique, le ferroviaire ou le Internet au début, mais qui laissait de côté ce volet humain. Donc là, on parle de 1200 milliards de dollars sur 8 ans. On est loin des 2000 milliards de dollars annoncés par Joe Biden. Est-ce que on entend, on peut lire certains analystes ou certains experts dire qu'ils sont déçus finalement par ce montant. Vous, ce que vous nous dites, c'est que ce plan de 1200 milliards de dollars, il est de toute manière suffisant pour relancer, en fait, ou en tout cas prendre le relais budgétaire au soutien monétaire et du coup laisser le champ libre à la Fed pour envisager un tapering sereinement. J'utilise ce mot plusieurs fois, mais c'est un peu l'idée. Suffisant, je sais pas, parce qu'après il faut voir aussi les besoins auxquels fait face l'économie américaine sur le long terme en ce qui concerne le changement climatique, etc. Mais en tout cas, de point de vue macroéconomique, l'impact il est quand même déjà assez substantiel de ce plan bipartisan. Mais après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que dans l'esprit de Biden, ça n'est qu'une première étape, ce plan bipartisan. En fait, il y aurait donc une grosse partie de ces plans annoncés en mars et en avril, donc l'American Jobs Plan et l'American Families Plan, qui ne rentreraient pas dans ce plan bipartisan, mais qui devraient passer par la suite dans ce qu'on appelle une procédure de réconciliation budgétaire à laquelle ne participeront que les membres du Congrès démocrates. Et il y a de bonnes chances que ça arrive par la suite. Donc là, on a dans un premier temps le plan bipartisan, et ensuite
il y aura tout ce qui n'aura pas été passé dans ce plan bipartisan qui arrivera dans un deuxième gros plan qui ne sera voté que par les membres du Congrès démocrates. Et là, l'impact sur la croissance sera vraiment encore beaucoup plus fort, mais ça prendra un petit peu de temps pour que ces plans soient votés. Merci beaucoup Bastien Drue d'avoir partagé du coup votre expertise avec nous et fait ce lien du coup entre le plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden et du coup la politique monétaire de la Fed. Bastien Drue, je rappelle que vous êtes responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR AM.